Bon, alors, je me présente brièvement et c'est sûr que je vais plutôt présenter l'organisme où je travaille parce que c'est sûr que ça oriente la présentation que je vais faire. Comme ça a été dit en introduction, je suis à l'Union des travailleurs et travailleuses accidentés de Montréal et on regroupe des travailleurs et des travailleuses non syndiqués qui sont évidemment victimes d'accidents ou de maladies du travail. Alors, c'est sûr que nos préoccupations et nos interventions, particulièrement ce que je vais faire aujourd'hui, ça s'adresse ou ça regarde la situation des victimes non syndiquées. Et je peux vous dire, parce qu'on travaille beaucoup avec les organisations syndicales, notamment sur des questions de réparation de lésions professionnelles, et c'est deux mondes. Hein. Et donc, l'intervention que nous, on fait aujourd'hui, on n'a pas la prétention qu'on a la vérité, puis que, par exemple, le tribunal devrait fonctionner de telle ou telle façon. Nous, ce qu'on vient dire aujourd'hui, ce que je viens dire aujourd'hui, c'est de regarder un peu plus la réalité des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Alors, peut-être juste faire un court portrait de qui on rencontre, qui on voit, à qui on parle, parce qu'on a, nous aussi, une ligne d'information téléphonique. La majorité des gens qu'on voit, bon, la presque majorité des membres chez nous, mais les gens qui ont accès aux services sont non syndiqués, je l'ai dit. Ils sont aussi peu scolarisés. Alors, il y a environ seulement 28 des gens qui ont entrepris des études postsecondaires. Et quand, pour le reste, là, la très vaste majorité n'ont pas terminé d'études secondaires. 45 des gens que nous, on rencontre, c'est des travailleurs et des travailleuses qui sont issus de l'immigration. Est-ce que c'est anormal qu'une organisation comme nous rencontre tant de travailleurs et travailleuses immigrantes? Dans la région de Montréal, absolument pas. Plus de 50 des lésions professionnelles, c'est des travailleurs et des travailleuses immigrants ou issus de l'immigration qui en sont victimes. Pourquoi? Bien, ça, on pourrait faire un long débat là-dessus. C'est pas le but aujourd'hui de la conférence. Mais souvent, c'est des gens qui se retrouvent dans des lieux de travail, dans des conditions de travail précaires, dangereux. Et donc, c'est eux, dans la région de Montréal, qui sont principalement victimes de lésions professionnelles. Et les gens qu'on rencontre, il faut aussi comprendre ça, et ça va un peu aussi avec la scolarité. Plus de 80 des gens qui viennent chez nous ont plus de 45 ans. Pas qu'il n'y a pas d'accident chez les jeunes, mais les gens qu'on rencontre sont souvent victimes de lésions professionnelles beaucoup plus graves. Quand vous avez un arrêt de travail de 2, 3 semaines, un mois, vous vous dites, bon, je vais me défendre, je vais me chicaner, je perds, c'est pas si grave que ça. Quand votre lésion professionnelle, vous avez travaillé toute votre vie physiquement, dans des métiers manuels, et que votre médecin vous dit, et que vous le savez d'ailleurs, là, tu ne retravailleras plus physiquement, job de bureau, tu es allé à l'école jusqu'en 8e année, souvent au Nicaragua ou au Chili, dans une autre langue, tu n'as jamais utilisé d'ordinateur. Alors, c'est ces gens-là qui vont avoir des gros problèmes avec la CSST et tout le processus qui suit. Alors ça pose le portrait de qui nous on rencontre, et évidemment, c'est teinté, nos observations sont teintées de ce portrait-là. Je veux aussi souligner que notre connaissance du tribunal, c'est-à-dire la Commission des lésions professionnelles, c'est un tribunal qu'on connaît bien, mais nous, on ne plaide pas. On offre toutes sortes de services. On fait des interventions auprès de la CSST à tous les niveaux, au niveau de la révision administrative et même au niveau de la CLP, mais on ne plaide pas devant la CLP. Alors ça, c'est notre limite. C'est un choix qui a été fait démocratiquement par les membres il y a une vingtaine d'années d'arrêter de faire de la représentation devant le tribunal de dernière instance parce que ça demande beaucoup d'énergie et on préférait aider plus de monde de façon différente, mais surtout aussi peut-être intervenir sur des questions plus politiques, parce que si on réussit
à régler au niveau des politiques, au niveau de la loi, certains problèmes, bien, il y a plus de monde qui va en bénéficier qu'un à un. Ça, c'est un choix qui a été fait. Et donc, nous, on rencontre environ, là, on vient en aide environ à 500 personnes par année. Et là-dessus, il y a environ 150 personnes qui vont aller au tribunal, à la commission des lésions professionnelles, et qui ne seront pas représentées. Alors, nous, on va les aider à monter le dossier, à préparer la preuve, l'argumentation, mais ils se retrouvent là tout seuls. Il y a une bonne partie aussi, parce que les gens non syndiqués peuvent aussi avoir les moyens, une fois de temps en temps, de se payer un avocat. Alors, on a un réseau d'avocats en pratique privée à qui on réfère, des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Mais moi, je vais vous parler surtout des 150 personnes par année qu'on prépare pour aller au tribunal. Je n'aborderai pas la multiplication des recours parce que ça a été quand même assez bien traité ce matin. Et je vais vous dire que chez nous, c'est, je dirais, un phénomène un peu marginal. Hein, parce que la majorité des gens que nous, on rencontre, c'est des gens qui ne porteront pas plainte ou il n'y a pas matière à plainte à la Commission des normes, par exemple. Ils peuvent faire des plaintes à la CSST, en article 32, mais il n'y en a pas beaucoup. Et dans les cas où les gens pourraient avoir des recours aux deux endroits, bien, quand vous n'avez pas d'argent pour vous faire représenter, à un moment donné, vous devez aussi faire des choix ciblés. Et évidemment, on informe les gens qu'il y a des risques, là. Mais la question qui a été posée, qu'est-ce qu'on fait quand la CSST refuse une réclamation? Est-ce qu'il faut contester puis se rendre à la Commission des lésions professionnelles lorsqu'on a un autre recours? Bien, souvent, les gens vont préférer aller à la Commission des normes en disant, bien, ça va être moins compliqué, là. Parce que quand on se retrouve à la CLP, et c'est surtout de ça que je vais parler, là, il y a un rapport de force assez important et qui peut... il y a un déséquilibre des forces en présence probablement plus important qu'au niveau de la Commission des normes, et je vais m'expliquer un petit peu plus tard. Mais juste pour vous faire un portrait du nombre de litiges, parce qu'à la CLP, là, il y a... Quand on dit il y a une multiplication des litiges, j'ai fait juste un petit portrait sur une période de 15 ans. Les 15 années qui ont suivi la réforme qui a mis sur pied la Commission des lésions professionnelles. Et donc, l'année qui a précédé la réforme, il y avait un total de 45 000 litiges sur des questions touchant la CSST. Quand je dis 45 000 litiges, c'est au niveau du bureau de révision paritaire, au niveau de la commission d'appel en matière de lésions professionnelles et aussi au niveau du bureau d'évaluation médicale. Alors, 15 ans plus tard, en 2012-2013, les organismes qui ont remplacé les organismes précédents, on était rendu à 89 000 litiges, donc une augmentation de presque 100 %. Et si on prend juste le tribunal de dernière instance, la commission d'appel en matière de lésions professionnelles versus la commission des lésions professionnelles actuelle, il y a eu une augmentation de 300 % des litiges. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je veux en souligner deux particulièrement. Et dans ma conclusion, si je peux faire une conclusion à un moment donné. C'était juste 10 minutes. Oui, parfait. Mais si je peux la faire, parce que je me connais quand même. Alors, c'est sûr qu'on on a quelques positions là-dessus. Mais sur l'augmentation des litiges, est-ce que c'est vraiment les travailleurs qui contestent plus qu'avant? Oui, il y a une augmentation des contestations des travailleurs. Mais parallèlement à ça, hein, on a des belles statistiques qui nous disent le nombre de lésions professionnelles diminue à chaque année. Pourquoi ça diminue? Premièrement, il n'y a personne qui est capable de dire que le nombre de lésions professionnelles au Québec a diminué l'an passé, il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 10 ans,
parce que depuis 1985, la CSST ne compile plus et les employeurs n'ont pas à déclarer tous les accidents, mais seulement les accidents avec arrêt de travail acceptés par la CSST. Alors, il y a une marge. Hein? Quelqu'un qui est en assignation temporaire, pour un mois, il y a eu un accident. Il est allé à l'urgence, il est retourné à son emploi avec son assignation temporaire. Il n'a pas cessé de travailler plus d'une journée. Alors, il n'est pas dans le chiffre de lésion professionnelle qu'on nous sert. Alors, mais malgré ça, le taux d'acceptation des lésions professionnelles par la CSST, au cours des mêmes années, a diminué de 10 %. On est passé de 90 à 80 % de l'ensemble des lésions. Là, je n'entrerai pas dans les maladies professionnelles parce que là, c'est terrible. Mais donc, c'est normal qu'il y ait des travailleurs qui contestent plus qu'avant. Mais où la différence est plus grande, c'est les contestations des employeurs. Et ça s'est fait progressivement suite au passage à la direction de la CSST de Mme Monique Jérôme-Forgette. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de Mme Forgette. Alors, elle avait dit aux employeurs, je vous mets au défi, on va lancer l'opération moins 10 %, on va changer des choses et je vais vous dire que c'est payant de contester. On a changé les règles de financement. On a personnalisé le financement, donc les employeurs qui contestent et qui réussissent à réduire les coûts, ça baisse beaucoup plus leur facture qu'avant. Et on a, parallèlement à ça, quelques années plus tard, mis sur pied les mutuelles de prévention, où la seule prévention que nous, on voit, là, c'est la prévention des coûts. Et ça a permis de fédérer beaucoup de petits employeurs de la petite et moyenne entreprise qui étaient dans des classes d'assurance normales, puis ça ne changeait pas grand-chose si les accidents étaient acceptés ou refusés, qui, là, ont compris, avec les mutuelles, que ça lui coûterait beaucoup moins cher s'ils se mettaient à contester. D'une manière ou d'une autre, hein, vous savez, quand vous êtes membre d'une mutuelle, c'est plus l'employeur qui prend la décision, c'est la mutuelle. On voit souvent dans des dossiers l'employeur qui ne veut pas contester, qui dit « j'ai été même témoin de l'accident », et la mutuelle va quand même contester. Alors, ça, ces éléments-là ont fait que le nombre de litiges a augmenté, pas juste en matière de reconnaissance, mais maintenant, à peu près toutes les décisions, il y a une partie ou l'autre qui conteste. Alors, ça, c'est le portrait du nombre de litiges. Maintenant, quand on se retrouve au tribunal, on conteste, on se retrouve devant la commission des lésions professionnelles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 litiges. Moi, j'ai eu un dossier, on était rendu à 28 litiges et à 95 % contestés par l'employeur. Alors, le travailleur ou la travailleuse non syndiquée et particulièrement non représenté va se retrouver avec souvent, maintenant, presque toujours l'employeur, qui est accompagné, qui est habituellement représenté par avocat, qui est souvent accompagné de témoins experts, qui déposent des expertises de tout ordre. Hein, parce que moi, quand j'ai commencé, l'expertise, quand je vieillis, au début des années 80, alors on voyait à la Commission des affaires sociales, puis à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et ensuite à la CLP, c'était quand même rare qu'on voyait un flot d'expertise. Au début, là, c'était pour évaluer les séquelles permanentes. C'était surtout là-dessus, les expertises. Alors maintenant, et je viens à mon sujet, maintenant, le tribunal, par l'agissement au cours des années des parties, demande presque le dépôt d'expertise. Et là, le dépôt d'expertise, on parle d'expertise médicale, que ce soit pour l'évaluation des séquelles permanentes ou des limitations fonctionnelles, la reconnaissance d'une lésion, mais on parle aussi de plus en plus d'expertise ergonomique pour l'évaluation de poste de travail ou même reconnaissance de lésions professionnelles. On parle de plus en plus d'expertise en orientation professionnelle pour des cas au niveau, quand il y a des contestations sur l'emploi convenable, par exemple.
Et donc, graduellement, là, dans un dossier, un travailleur peut se présenter là et avoir besoin de 2 ou 3 expertises pour espérer gagner 1, 2 ou 3 litiges. Là. Alors, vous comprendrez que quand on est non syndiqué, qu'on n'a pas le droit à l'aide juridique, et qu'on fait un salaire de 35 000 par année, qu'on a un logement ou une maison à payer, un auto, des enfants, on n'a pas le droit à l'aide juridique. On n'a pas le droit à grand-chose. On n'a pas d'assurance juridique habituellement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se questionne l'autre partie. Puis quand je dis l'autre, là, ça peut être les autres parties, parce que la CSST intervient régulièrement dans les dossiers. Et pour les gens qui n'ont jamais vu ça à CLP, là, la CSST n'intervient pas en tant que ce qu'on peut appeler d'amicus curiae, là, hein, sont agressifs et pour quelqu'un qui ne sait pas c'est qui arrive, puis l'audience est commencée, puis vous avez le représentant patronal puis le représentant de la CSST, vous ne savez pas qui est qui. Hein, ils ont exactement le même discours, le même type de preuve. Alors vous êtes là, tout seul, et vous avez ce spectacle-là devant vous. Vous avez aussi, puis là, je fais une petite parenthèse avec le nouveau tribunal, vous avez aussi un commissaire, qu'on appelle maintenant des juges administratifs, mais dans la loi, c'est encore des commissaires, et des membres du tribunal, nous, on les appelle encore les assesseurs, donc l'assesseur patronal, syndical, qui est un relais des anciens bureaux de revision paritaires, mais qui n'ont plus la même fonction, parce qu'à l'époque, ils décidaient. Maintenant, ils sont là. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Des fois, on est un peu méchants, là, mais on les appelle, nous, les plantes vertes. Hein? Alors, c'est parce que ça sert à pas grand-chose. Quand ils ne parlent pas, des fois, c'est mieux que quand ils parlent. Hein? Parce que des fois aussi, on ne sait pas lequel est lequel. C'est-tu le patronal ou le syndical? Mais tout ça pour dire que ce qu'on comprend, c'est que dans la réforme, dans la fusion des tribunaux, le paritarisme va disparaître au tribunal. Et nous, on n'est pas contre qu'il y ait des gens là, mais on a toujours dit, ce qu'on a besoin, là, c'est d'une justice de qualité, des gens en avant qui comprennent, et on a aussi besoin de gens qui sont capables de représenter convenablement les travailleurs et les travailleuses. Alors, si ça disparaît, on peut espérer que, bien, on le sait que ça n'existera pas, là, mais on peut espérer que l'argent soit dirigé vers plus de ressources pour aider les travailleurs et les travailleuses. Et la question ce matin est tout à fait pertinente. Il y a des gens à la Commission des normes qui sont représentés quand ils font une plainte. La fusion va faire en sorte qu'on va maintenant représenter tout le monde. On va payer une représentation à tout le monde ou à personne. Ouais. Et ça m'étonnerait qu'on paye à tout le monde. Alors ça va être un enjeu important. Donc, c'est très rapide comme rapport de force, mais je peux vous le dire que c'est totalement inégal. Et c'est pas vrai que parce que vous êtes non syndiqué, c'est nécessairement une petite entreprise. On pense à Walmart, on pense à McDonald's, hein, qui sont très, très actifs. Et c'est des machines là, que vous avez en face de vous. Alors, pour faire face à ce déséquilibre-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, mais c'est quoi les ressources qu'on a à notre disposition? Alors, la loi prévoit que la Commission a des pouvoirs d'enquête. Hein, c'est l'article 378 de la loi qui prévoit que, bon, les pouvoirs équivalents à la loi sur les commissions d'enquête. Et la loi aussi prévoit clairement, à l'article 429.40, qu'un commissaire peut visiter les lieux ou ordonner une expertise par une personne qualifiée qu'il désigne pour l'examen, bon, etc. Moi, des visites de lieux, j'en ai déjà vu.
d'ordonner une expertise dans un dossier. J'ai jamais vu ça. Ça peut peut-être être arrivé une ou deux fois. Mais essentiellement, ces pouvoirs-là, qui sont des pouvoirs qui relèvent, appelons ça, de l'Inquisition, hein, qui sortent du moule ou du cadre d'une enquête de type contradictoire, même si ces pouvoirs-là sont là, les commissaires n'ont jamais voulu beaucoup les utiliser et les utilisent de moins en moins. Prenons, par exemple, les visites en lieu de travail. Il y a, au début, à la commission d'appel en matière de lésions professionnelles, il y avait, premièrement, seulement 10 commissaires qui ont été nommés. Et on pensait qu'on allait régler tous les problèmes avec ça. Avec 10, on disait on va avoir du monde en masse. Et les commissaires n'étaient pas nécessairement avocats. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que tout le monde qui a étudié en droit, et je m'inclus là-dedans, on sort de là avec une petite et une grosse déformation. On a principalement une formation de civiliste. Hein? Et une audience, ça, c'est nécessairement contradictoire. Et donc, spontanément, là, ça ne nous vient pas qu'il peut y avoir d'autres modèles. Et oui, ça peut être un tribunal plus sympathique, moins formaliste, mais sur le fond de l'enquête contradictoire, ça, c'est toujours resté. Les premiers commissaires, ils n'étaient pas tous avocats, et il y en a beaucoup qui disaient « moi, je vais aller voir hein? ». Et ça se faisait. Avec les années, il y a eu des objections, puis j'y reviendrai, là, mais des objections qui ont été rejetées, là, dans le sens que les tribunaux ont dit la commission d'appel en matière de lésions professionnelles, la CLP, ont le pouvoir de faire ça. Mais avec les exigences de performance, hein, parce que les commissaires, là, maintenant, ils doivent en sortir des décisions, on en voit de moins en moins. Et donc, ça a un impact pour les travailleurs, parce que nous, on a fait une expérience. Alors, quelqu'un qui est passé par chez nous, et le monsieur avait mal été représenté par une avocate qui n'avait pas d'expérience, c'est pas une mauvaise volonté, là, mais qui avait fait un job, excusez le terme, là, mais de marde. Tu regardes ça, puis tu te dis, pas penser déposer les notes cliniques du médecin. Et là, le monsieur, il reçoit sa décision, il perd. Et là, il y a du monde qui regarde ça, et à un moment donné, il y a un avocat chez nous qui dit « Je vais le prendre, le dossier, puis on va aller en révision pour cause, et on va dire que le commissaire aurait dû ordonner, au moins, voyant que l'avocate avait aucune compétence dans le domaine, au moins, fais sortir les notes de ton médecin, puis envoie-les, ou bon, tu sais. » Alors, il y a eu une première révision, une deuxième révision. Ça a été refusé. Alors, l'argument, c'était, bien, quand on voit ça, hein, on est à la recherche de la vérité à la Commission des lésions professionnelles. Vous avez un pouvoir inquisitoire. Vous auriez dû l'utiliser. Alors, ça a été refusé à 2 reprises. Pour ceux que ça intéresse, c'est la saga dans la décision Martin Veilleux contre Fromage Côté. Alors, il y a plusieurs décisions. Mais ça a été refusé. Alors que la Cour d'appel du Québec, et puis je ne veux pas vous inonder de décisions, mais dans l'affaire Rivet contre Bombardier, c'est une décision de 2007, dit clairement que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir et que c'est normal qu'elle l'utilise puisqu'elle doit, dans le cadre d'une loi d'ordre public, être à la recherche de la vérité. Mais malgré ça, ce qu'on comprend des décisions de la Commission des lésions professionnelles, c'est qu'on a le pouvoir, mais on n'est pas obligé de l'exercer. Et là, je vais conclure là-dessus, parce que j'imagine qu'il doit me rester 30 secondes environ. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces affaires-là? Bien, on n'a pas, puis là, je ne suis pas là pour phraser des amendements, là, mais comme on risque d'avoir un nouveau tribunal, et je pense qu'on va être des vœux pieux, parce que vous savez que la question des lésions professionnelles, ce n'est pas du droit du travail. Hein? Et là, on va fusionner 2 tribunaux
qui sont dans 2 domaines de droit différents, hein, parce que CSST, là, on a beau avoir un petit aspect droit du travail, article 32, retour au travail. Le reste, là, c'est de la réparation. C'est une extension de la responsabilité civile. Et donc, ça va être difficile de venir dire, dans une tradition syndicale, hein, parce que le droit du travail, c'est très contradictoire et c'est normal. Est-ce qu'on peut importer un autre modèle de type inquisitoire dans ce forum-là? Ça m'étonnerait. Mais donc, nous, on pense qu'il faudrait demander que la loi soit amendée pour que la commission ait plus que le pouvoir de faire des enquêtes, mais dans son, comment je pourrais dire, dans l'obligation qu'elle a de faire respecter une loi d'ordre public, qu'elle soit aussi proactive et que si jamais manifestement il y a une des 2 parties qui ne sait pas comment faire sa preuve, bien qu'elle le souligne et qu'elle puisse ordonner la production d'expertise. Puis, dans la période de questions, je parlerai des autres. Très bonne idée. Merci beaucoup.